Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, André Berkoff, la saison taurine va bientôt commencer en France, raison pour laquelle aujourd'hui, bien sur Sud Radio, nous allons proposer à nos auditeurs un voyage au cœur de la corrida, un monde qui divise, qui scandalise, mais aussi qui en fascine. Certains, André, spectacle vivant, tradition pour les uns, massacre, barbarie pour les autres, André Berkoff. Ben oui, de si loin qu'on s'en souvienne, et ça fait des siècles, effectivement, l'art de la corrida a suscité les passions. En même temps, elle a suscité, il faut le dire aussi, des œuvres extraordinaires. Il faut rappeler que ce soit dans l'art avec Picasso, pour ne citer que lui, que ce soit avec Hemingway, que ce soit avec Federico Garcia Lorca à 5h du soir sur la mort, effectivement, de Monterland, bien sûr, et d'autres. Et puis il y a ceux qui disent non, mais c'est une torture, c'est un massacre, c'est honteux, c'est barbare, c'est pas nouveau. Je voudrais dire juste un petit souvenir personnel. Je dis ça à nos invités, à Michel Maffezoli et à Yanis Iziadi. Je faisais une émission il y a 30 ans qui s'appelait Français si vous parliez. La seule fois, il y a eu 500 émissions. La seule fois où les gens se sont battus physiquement sur la corrida. Mais ils se tapaient sur la gueule, hein, je veux dire, c'était d'une violence, donc voilà, c'est comme ça. Alors il faut savoir, je rappelle simplement que 75% des Français souhaitent l'interdiction de la corrida dans les sondages, 74% souffrent un animal dont certaines de leurs traditions locales est injustifiée. Il y a aujourd'hui en France encore 100, on estime entre 100 et 200 corridas dans une cinquantaine de communes, dont évidemment on connaît les plus connus, Bayonne, Nîmes, Dax, Béziers, Arles. Voilà, une fréquentation toujours très 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 forte, effectivement. Et selon l'Observatoire national des cultures taurines, il faut le dire, on ne parle pas d'économie, mais c'est important, la pratique engendrerait au moins 40 millions de chiffres d'affaires chaque année, somme contestée par les ONG anti-corrida. Voilà, et donc on va recevoir pour cela, Céline, nous avons le sociologue et philosophe Michel Maffezoli, dont le dernier livre, Essai sur la violence, vient de sortir. Alors il ne s'agit pas spécialement de la corrida, mais évidemment on va en parler. Yanis Iziadi qui a sorti Minotaure, qui vient de sortir Voyage au cœur de la corrida aux éditions Fayard, livre qui vient de sortir et qui finalement est un hommage plutôt à la corrida, qu'il a découvert il n'y a pas si longtemps, mais qui est un livre aussi très remarquablement écrit. Et nous accueillons aussi Claire Starosinski, qui est présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Et oui, la culture dans tous ses états et la corrida dans tous ses états, eh bien c'est dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Les premières grandes férias de 2024 vont bientôt commencer en Arles, à Nîmes, à Béziers, André Berkoff. Et pour parler bien de ce sujet, la corrida, donc ce sujet qui divise tant les Français, nous avons le plaisir de recevoir Michel Maffezoli, donc qui est sociologue, professeur émérite à la Sorbonne. André est auteur d'une œuvre fondamentale, notamment Essai sur la violence, qui est paru donc aux éditions du Cerf. Bonjour à vous, Michel. Alors Yanis Iziadi, qui publie un livre très intéressant et surtout divinement écrit, Yanis. Il publie donc chez Fayard Minotaure, Voyage au cœur de la corrida, est aussi avec nous sur Sud Radio. Bienvenue à vous, Yanis. Merci. Et bien entendu, donc nous ne pouvions pas faire cette émission sans donner la parole à Claire Starosinski, qui elle est présidente d'Alliance Anti-Corrida. Merci aussi d'être avec nous sur Sud Radio, Claire. Nous vous donnerons la parole dans un instant sur Sud Radio. Avant, donnons la parole à Yanis Iziadi, qui est un fervent donc défenseur de la corrida, mais depuis peu, Yanis, expliquez-nous comment effectivement votre histoire avec la tauromachie a commencé. Une histoire d'amour d'ailleurs. Et oui, et qui a commencé par... alors j'aime beaucoup Henri de Monterland. Et un jour, dans la Pléiade, j'ai vu un dessin d'Henri de Monterland qui représentait un Belmonte, le matador Belmonte, toréant nu
à l'entraînement avec un taureau massif noir qui chargeait près de lui et qui le frôlait. Voilà. Et la beauté qui jaillissait de ce dessin m'avait vraiment saisi. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis jamais intéressé à la corrida? D'autant plus que, je dois l'avouer, dès qu'on me dit que quelque chose n'est pas bien, j'ai envie de m'y intéresser. Donc, voilà les deux raisons qui m'ont poussé. Votre sentiment de contradiction ne m'étonne pas. Voilà. Eh oui, c'est vrai que Monterland était un vrai passionné de corrida. Et dans son roman, oui, il a toré effectivement lui-même très jeune. Et dans son roman, effectivement, les bestiaires, il avoue en quelque sorte sa fascination même pour la tauromachie. Ouais. Et donc j'ai lu Les Bestiaires. Je me suis dit qu'il fallait que je lise Les Bestiaires que je n'avais jamais lus. Et ensuite j'ai lu Les Oreilles et la Queue de Janco notamment. Et j'ai lu 4-5 livres de corrida. Et là je me suis dit il faut absolument que j'aille voir de mes yeux ce spectacle. Et j'avais une crainte quand même. C'est de ne pas aimer. J'avais envie d'aimer, mais j'avais aussi très peur d'être déçu, d'être dégoûté par la violence, par la mise à mort, par les blessures. Et je me suis rendu dans les arènes de Béziers pour la première fois. Et là, la beauté m'a ébloui et les larmes m'ont coulé des yeux dès les premières passes. Et même avant cela, ce qui m'a fait pleurer, c'est de voir les milliers de personnes dans les arènes de Béziers se lever pour chanter l'air du Toréador dans Carmen de Bizet. Oui, voilà. bien sûr. Et cette corrida, donc votre première corrida, je le rappelle, c'était le 15 août 2020 à Béziers. Dans l'arène, c'est Sébastien Castella qui est le plus grand torero, on peut dire, français, donc de l'histoire. Et même, c'est une des plus grandes stars mondiales de la tauromachie. Même. Et oui, et effectivement, vous racontez que vous l'avez revu à Nîmes, c'était le 27 mai 2023, ce jour-là, quelques minutes avant son entrée dans l'arène. Vous le rejoignez donc dans le couloir de la mort, dans le couloir de la gloire, écrivez-vous. Et là, vous êtes effectivement bouleversé parce que ce que vous percevez de lui en quelque sorte. Bien sûr, parce que il n'y a pas vraiment de coulisses. Il y a une espèce de tunnel qui mène de cette espèce d'entrée des artistes directement, qui dégueule presque sur la piste. Et donc j'étais aux côtés de Sébastien Castella. Il était seul avec une foule de photographes autour de lui, et lui ne parle jamais à personne avant une corrida. Il avait le regard dur fixé vers la piste, et évidemment il savait que déjà 15 000 personnes l'attendaient, 15 000 personnes qui l'adorent, et ces personnes il ne veut pas les décevoir. Et puis il y avait ces deux énormes taureaux qui allaient tenter de l'exterminer, qui l'attendait. Et cette solitude est une chose absolument bouleversante que je raconte dans le livre. Et oui, et vous vous dites pourquoi ne fut-il pas en courant? Eh oui. Faut pas oublier quand même que aussi, je dirais que Monterland, dont vous parlez, Yanis a dit, dans Le Cas et la Nuit, paru 37 ans après Les Bestiaires, il a changé d'avis, Monterland. Il dresse un réquisitoire très très dur contre la corrida. Oui. C'est intéressant ça. Dans Le Chaos et la Nuit, effectivement. Dans le Chaos et la Nuit, absolument. Et au fond, alors vous avez lu beaucoup de choses, vous là-dessus, et vous êtes absolument passionné. Et il faut rappeler qui étaient les grands aficionados aussi. Et oui, Cocteau. Effectivement, Cocteau, j'imagine que vous êtes plongé dans bien sûr. La corrida du 1er mai, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et oui, dans laquelle il écrit « La mort demeure, quoi qu'il arrive, l'héroïne de la tragédie dont Matador est le héros et à qui elle délègue un ambassadeur extraordinaire, cet animal sacrifié d'avance, chargé de négocier leurs noces les plus étranges et les plus obscures qui soient. » Bien sûr. Oui. Et ça, c'est l'auberge espagnole du fantasme, tout le monde y va. Et d'ailleurs, Simon Casas, qui est présent dans mon livre, qui intervient, Simon Casas, qui est l'actuel directeur des arènes de Madrid et des arènes de Nîmes. Simon Casas est nîmois et il raconte qu'enfant, il voyait au moment des férias une effervescence à l'hôtel Imperator où logeaient les matadors. Lui n'était pas passionné particulièrement par la corrida, mais il dit qu'il voyait une foule de personnes, et dans cette foule de personnes qui attendaient les toreros à la sortie de l'ascenseur, il y avait Cocteau, Hemingway, Leiris, Picasso, et lui, Simon, dit « Moi, je ne savais pas qui étaient ces gens, mais je voyais qu'ils fascinaient le monde, et pourquoi ces gens qui fascinaient le monde étaient-ils là? Parce qu'ils attendaient des hommes habillés en costume de danseuses qui allaient affronter la mort. » Et c'est très intéressant que vous citiez Michel Leiris, qui a eu cette phrase quand j'avais lu sa biographie, l'une de ses biographies. Il dit « Il faut vivre à l'ombre d'une corde de taureau sur sa hanche. »
C'est-à-dire vivre dangereusement. C'était Michel. C'est joli. Michel Maffezoli, alors vous, on peut pas dire que vous êtes un aficionado, mais plutôt un amateur. Vous avez la corrida dans les gènes, en quelque sorte. Disons que je suis de la région de Béziers. Mais dans ma jeunesse, je ne suis pas allé à la corrida. C'est un peu plus ancien, mais pas beaucoup plus ancien que notre ami Yanis. C'est Robert Margé qui m'a invité dans... Margé, dont il y a un chapitre qui lui est consacré, qui fut le directeur de la corrida à Béziers, et qui a une ménade, qui donc a une, je sais plus, La plus grande élevage de taureaux. Et d'ailleurs, le chapitre, les pages qui lui sont consacrées sont splendides. Voilà. Donc moi, je suis un amateur. J'ai lu ce livre, et c'est de ce livre dont il faut parler, le livre de Yanis, Minotaure, qui est splendide. Moi, je l'ai lu aussi d'une traître, et je dois avouer que même en lisant certaines pages, puisque tout à l'heure il a parlé de ses pleurs, moi aussi je me suis mis à pleurer en lisant telle ou telle page de pleurer. Quelques larmes qui tombaient comme ça. Ils ont été vraiment émus. Tout simplement, voilà, moi ce que je peux dire dans les gènes, si on veut, je me souviens de... Encore une fois, ce qui m'a fasciné, c'est ce que j'appelle, moi, un enracinement dynamique dans le territoire, l'importance de la culture. Et ça fait partie d'une culture... Voilà, de ce qu'est, je dirais, l'instinct un peu de la région. Avec, on va écouter madame, avec des oppositions, bien évidemment, mais moi, je l'ai senti comme tel. Et à côté du Carmen, quand même, je rappelle que, in fine, à toutes les corridas, il y a ce chant qu'on m'a appris dans mon enfance, Aquelos Montaños. On va l'écouter sur Sud Radio, on va écouter quelques... occitan est entonné dans les arènes, tout le monde se lève. Tout le monde se lève et on le chante d'ailleurs. C'est canto que recanto, cantos pas perieu, cantos per mamio, que zalendeo. C'est-à-dire je chante et je rechante, pas pour moi, c'est pour mon ami qui est loin d'ici. Et c'est intéressant de voir. Et oui, il y a une véritable communion collective. Moi je dis une copulation mystique. J'ai écrit, il ne faut pas l'oublier, un livre sur Dionysos qui s'intitule « Mes chers collègues n'ont rien compris » pour une sociologie de l'orgie. Mais je rappelais qu'en grec, orgué, c'est les passions communes. Et là, on voit bien cette espèce de passion, je dis copulation mystique. Voyez-vous, quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il y a une espèce de lien qui se fait. Et voilà, moi, c'est ce qui me paraît intéressant. Peut-être pas maintenant, mais je dirais en quoi cela recoupe ce que j'appelle la violence, moi. C'est-à-dire, pour moi, c'est le retour contemporain et ancien de la tragédie. Et oui, on reviendra effectivement. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Avant, donnons la parole à Claire Starozanski. Alors, le 31 mai, Claire, ça fera 30 ans que vous avez créé l'association Alliance Anti-Corrida. 30 ans que vous battez pour l'abolition donc de la corrida. Vous, pourquoi avez-vous décidé un jour de mener ce combat? Quel a été le déclic, Claire? Alors, juste avant, si vous me le permettez, j'aimerais bien revenir sur ce qui a été dit. Bien sûr que je peux comprendre. Je peux comprendre tout à fait le décorum, les flonflons, les couleurs, tout. Je comprends absolument tout ce que vous dites. Même si je suis seule contre 4 aujourd'hui. Mais quand on veut rendre honorable un sujet, eh bien, un sujet déviant, on l'intellectualise. Et vous n'avez parlé tous, jusqu'à présent, que de l'homme, que de ce que vous ressentiez. Et le taureau dans tout ça. Vous avez parlé aussi de Léris, vous avez parlé de beaucoup d'auteurs. Moi, je peux aussi vous parler de Courteline, je peux aussi vous parler de Victor Hugo, qui était foncièrement contre la corrida. Et de toute façon, le déroulement de la corrida, c'est une suite d'actes de cruauté envers les taureaux. Les sévices sont accomplis intentionnellement avec des armes puissantes dans le but de provoquer la souffrance et la mort de l'animal. Ce n'est pas la définition de la corrida, c'est celle des magistrats du tribunal judiciaire de Nîmes et de Dax en 2021. Et voilà pourquoi j'ai créé l'Alliance Anti-Corrida il y a 30 ans. Parce qu'il m'est insupportable de vivre dans une ville, de savoir tous les gens qui étaient contre et de ne pas être écouté et que la voix du taureau ne soit pas écoutée. Parce que c'est factuel, la souffrance est là.
Et c'est un spectacle qui est indigne de l'homme. Oui, alors les pro-corrida tentent de relativiser justement la souffrance du taureau. Pour vous, elle est indiscutable, Claire ? Elle est indiscutable, évidemment. Des études ont été faites là-dessus. Alors, bien sûr, on sait que les toreros, les organisateurs de corrida vous donnent des chiffres, vous donnent des espèces d'études qui ont été faites, mais on n'en a jamais eu la preuve. A contrario, moi, je peux vous citer pas mal d'études vétérinaires qui disent, eux, que la souffrance du taureau existe et que c'est indiscutable. Yanis Ezaïdi, selon vous, dans l'arène, le taureau montre de la rage et parfois de l'agacement, mais en aucun cas de la souffrance. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela ? Alors, merci de rebondir avec ce passage. Et évidemment, les anti-corrida vont nous dire le taureau souffre, c'est épouvantable. Et nous, qui aimons la corrida, on pense que non, le taureau ne souffre pas, qu'il ne vit pas un moment absolument épouvantable. Bon, il y a la bataille des chiffres, telle étude qui dit ceci, telle étude qui dit cela. Bon. Ce que je peux dire, c'est que en tant que spectateur, ce que j'ai vu, ce n'est pas de la souffrance, ce n'est pas de la torture. J'ai vu un animal se battre, charger le premier, charger encore et encore et encore. On le pique. Il semble, en tout cas c'est ce qu'il montre. Et il ne montre pas de signe de douleur. Il est piqué et lui charge dans le cheval, continue encore et encore jusqu'à sa mort. Oui, donc, alors vous, Yanis, en fait, vous réfutez effectivement l'idée de torture, l'idée de sadisme effectivement dans la mort du taureau, mais avez-vous déjà assisté à une corrida où le torero s'y reprend à 7 fois avant que la bête ne s'affaisse pour être achevée ? Moi personnellement, j'ai vu ça. C'est dur, c'est violent, c'est de la boucherie. Alors, j'ai assisté à ça. Alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que lorsque c'est le cas, cela se passe très mal. C'est-à-dire que le matador est hué par des dizaines, voire 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui le huent. Il y a un contrôle parce que le public ne souhaite pas souhaite que la mort soit la plus rapide possible. En revanche, ce que je dois dire, encore une fois, c'est que même lorsque la mise à mort prend parfois du temps lorsque c'est raté, je dois dire que jamais le taureau tente de fuir. Il continue à charger, à charger, à charger. Vous allez dans les élevages de taureaux, vous voyez des taureaux s'entretuer, ils sont en quasi-liberté, ils s'entretuent. Et par exemple chez Robert Marget, je le raconte aussi, il y a un taureau éventré par un autre, eh bien il marche sur ses propres tripes pour terminer le combat. Et des combats qui peuvent durer des heures. C'est un animal qui a un rapport à la violence particulier, qui a un rapport à la douleur particulier. Un taureau n'est pas un homme, n'est pas un chien, n'est pas un chat. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas faire la corrida avec un autre animal. Et regardez par exemple, lorsqu'il arrive parfois un accident, si un cheval est renversé par un taureau, le public ne le supporte pas. Pourquoi ? Parce que l'on sait que le cheval n'a pas le même rapport au combat et à la douleur que le taureau. Claire Starozanski, votre réaction ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, on fasse une corrida, mais avec un taureau de Camargue. Et alors là, ça serait très amusant, parce que le taureau de Camargue, lui, il n'est pas comme le taureau espagnol. Il ne met pas 15 minutes pour comprendre qu'il faut foncer dans l'homme et pas dans le chiffon rouge. Et alors là, ça serait très amusant, parce que il ferait voler le torero, enfin amusant si j'ose dire, il ferait voler le torero dans les premières secondes. Donc il ne faut pas dire, surtout pas dire qu'on ne peut pas prendre notre animal. C'est totalement faux. Pourquoi on prend un taureau de corrida ? Parce qu'on sait très bien que le taureau espagnol, bon déjà avec les croisements, je ne vais pas vous faire tout l'historique. Non, pas toute la leçon, oui. Etc., mais il faut quand même bien savoir qu'il a été génétiquement modifié depuis des dizaines d'années pour le rendre plus docile, plus collaborateur. C'est comme ça que parlent les aficionades. Et ce taureau-là, eh bien, il fait ce qu'on attend de lui. Mais il met 15 minutes à comprendre qu'il faut foncer dans le chiffon rouge et pas dans l'homme. Donc, la corrida, de ce point de vue-là, et d'autres points de vue également, c'est une vaste arnaque.
Oui, enfin, quand Madame Claire Starosinski parle du taureau Camargue, qui lui comprendrait tout de suite, parce qu'il faut dire que le taureau Camargue qu'on utilise pour la course camarguaise, un taureau Camargue fait plein de courses. Il fait une course, il charge les hommes, il n'est pas mis à mort, ensuite il retourne, on le ramène quelques temps plus tard pour faire une autre course, donc il connaît le jeu. La corrida, la beauté de la corrida, c'est aussi que on vient capturer un animal quasiment sauvage, préservé de tout contact avec l'homme, il va être lâché dans cette arène et ça va être son premier contact avec l'homme, ça va être vraiment le contact et le choc entre cette sauvagerie, cette animalité préservée, intacte, et l'homme, la civilisation, et c'est ce choc qui éblouit. Alors, c'est intéressant, et je voudrais avoir aussi l'avis de Michel Maffezoli là-dessus. Moi, je vais vous dire qu'il a aussi assisté à énormément pas mal de corridas, que ce soit à Béziers, à Arles surtout et ailleurs. Et je voudrais que vous répondiez tous à ça. Quelquefois, on se demande effectivement, vous savez, le début de la corrida, le taureau est seul face à ceux qui agitent effectivement la muleta devant lui. Et là, il n'est pas encore piqué, il n'y a pas encore les banderies, il n'y a pas encore les picadors, il n'y a rien d'autre. Et là, on se dit, tiens, ce n'est pas armes égales, mais enfin, quelque part, est-ce que le fait qu'il y ait tout le cérémonial, des banderilles d'abord, et des picadors et des pics ensuite, fait qu'il arrive quand même déjà assez ensanglanté au moment de l'affrontement, enfin de l'affrontement entre le torero et le taureau. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut-être devrait être un peu changé? Je parle évidemment en amateur et en huron. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et oui, la corrida dans tous ses états, c'est dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Et oui, Francis Cabrel qui a écrit cette chanson après avoir assisté à une corrida qui lui avait soulevé le cœur. C'était à Bayonne en 1993, André. Selon lui, quand la corrida avance, c'est l'humanité qui recule. Alors, Yanis, oui, André. Non, justement, je voudrais répondre par rapport à cette histoire de violence qu'a soulevée Claire Starosinski. Et effectivement, encore une fois, c'est pas par hasard qu'on a parlé de ça. Ce que je vous ai dit juste avant l'interruption, la pause, c'est que des gens se disent oui d'accord, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à le piquer, le banderier, qui soit absolument dans son sang pour qu'on arrive à l'affrontement? Michel Maffezoli, quand même, il y a quelque chose d'assez inégal, il faut le dire, dans cette histoire. Oh, ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, ni pour ni contre. Hein. J'ai bien dit, cher ami, que j'étais un amateur. Vous faites la gentillesse de m'inviter. Permettez-moi de mettre un peu en perspective. Oui, allez-y. Voilà. La perspective, c'est que me paraît dangereux une société hygiénisée, aseptisée. Et dans le fond, on risque de crever. C'est ce qui risque d'arriver dans nos sociétés où on a voulu, en quelque sorte, pasteuriser l'existence. Et que d'une certaine manière, quand il y a eu cette pasteurisation, ça peut un peu vous dire à des violences beaucoup plus perverses. Heidegger avait cette belle formule, il disait « Si on a peur de notre animalité, on aboutira à la bestialité ». Donc, et quand il dit animalité, c'est-à-dire, je dirais, moi, arriver à homéopathiser, à ritualiser. Et les rituels de la corrida, c'est des rituels, encore une fois, de cette violence, soyons clairs, qui est inhérente à ce que nous sommes. L'animal humain est un animal. Donc il y a de cette agressivité. Donc tout l'art des sociétés, c'est d'arriver à voir comment il arrive à intégrer et à ritualiser cette violence, je dis bien structurelle, qui nous caractérise. Pour moi, la corrida est une de ces manifestations. Une de ces ritualisations, mais je dis bien, voilà, c'est-à-dire qu'il faut accepter la finitude qui nous caractérise. La mort est là pour chacun d'entre nous. Qu'il y ait une mise en scène de la mort animale, c'est, j'en sais rien, moi, cela a été dit, les boucs émissaires sous leurs diverses modulations avaient cette même fonction. Le sacrifice, Joseph de Maistre l'analyse, etc. Donc voilà, il faut... Et puis toutes les chasses aussi, voilà, c'est pas seulement la corrida, les chasses. Alors, il faut accepter, moi j'accepte l'opposition de madame, mais en même temps accepter qu'il puisse y avoir, en tout cas en certains lieux,
en certains moments, c'est pas toujours, qu'il y ait des expressions de Des l'étoffe. cérémoniaux, en fait, vous appelez. Vous voyez, excusez-moi d'être un peu encore prétentieux, mais c'est Aristote, la catharsis. Catharsis, il faut se purger de quelque chose qui est en nous. Si le pu ne sort pas en des moments déterminés, la corrida saniteur, je fais exprès de dire, le pu doit sortir. Il contamine le corps, vous voyez. Et pour tout vous avouer, moi je considère que nos sociétés, le risque de nos sociétés, c'est pas la corrida, la multiplication de la corrida, c'est toutes les batailles de clans qui vont se faire de plus en plus, les morts d'hommes ici ou là, etc., qui pour moi ne sont que l'expression normale, encore une fois, d'une asepsie de la vie sociale. Voilà. En gros, au Moyen-Âge, c'était la fête des fous, le carnaval sous ses diverses modulations, les bacchanales dans la tradition grecque, les Dionysies, dans mon Dionysos, je parle de ça, c'est-à-dire que... Et oui, ça date de longue date, en quelque sorte. Pour moi, c'est une structure anthropologique. Les sociétés se sont employées à ritualiser effectivement cette violence, c'est ça. Et c'est un processus, j'insiste là-dessus, de catharsis, on se purifie ainsi. C'est le bouc émissaire sous ses diverses modulations. Et quand il n'y a pas ce bouc émissaire, il va y avoir le meurtre d'hommes, par exemple. Ou la Saint-Barthélemy, ou les massacres, ou les génocides, etc. Exactement, qui sont que des expressions dans le sens simple du terme, comme j'exprime le jus d'une orange, qui sont cette expression, j'ai bien dit, de ce que nous sommes. Et donc, il faut arriver à ritualiser l'animalité. Donc, mieux vaut le rituel que le massacre humain, en tout cas. Yanis Ezaidi. Alors, d'ailleurs, pour rebondir avec ce que dit Michel Maffezoli, je rapporte dans le livre une discussion avec Alain Moncouquiol, qui fut torero et qui est le frère du premier grand matador français. Et Alain Moncouquiol, quand je lui demande comment il est arrivé à la corrida, il me raconte que lui n'était pas de Nîmes. Il est arrivé à Nîmes par hasard et en fait c'est la mort de son père quand il était enfant. Son père est mort, lui est enfant et sa famille lui a dit bon écoute sois courageux, lui dit ce qui revient à dire à un enfant tais-toi. Et on ne lui a jamais parlé de la mort de son père. Ils ont déménagé à Nîmes avec sa mère et là il a vu des enfants dans la cour d'école qui disaient dis donc tu as vu la corrida et le taureau quand il l'a tué et tout, le taureau est mort. Il a entendu le mot mort et il s'est dit je vais aller dans les arènes pour comprendre la mort de mon père. Et pareil, Simon Casas, quand je lui demande, Simon Casas raconte que il savait que son père était condamné par la maladie, il en entendait parler à la maison, et il assistait à ses premières corridas, assis sur les genoux de son père qu'il savait condamné par cette maladie. Et il dit que dans les derniers instants de la vie du taureau, c'est la vie de son père qu'il voyait s'évaporer et qu'il s'est préparé à la mort de son père en regardant franchement la mort du taureau. Et oui, beaucoup de toreros en quelque sorte vous ont raconté que effectivement c'est la mort qui les a amenés à endosser ce rôle, c'est ça. En tout cas, Simon Casas et Alain Moncouquiol m'ont raconté deux témoignages assez similaires. Et oui, et comment justement ces toreros, vous le dites 25 fois par jour, ils disent je me joue la vie. Comment ils affrontent le danger, la mort, la peur? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté à ce sujet? Mais c'est toujours des moments de solitude. Les heures qui précèdent la corrida, seuls, dans des chambres d'hôtel, où ils sont seuls, où ils attendent. Sébastien Castellar raconte qu'il a besoin d'être seul, dans le silence et dans l'obscurité. Il ferme les rideaux et il s'assoit. Et là, il veut se retrouver seul avec lui-même, seul avec ses peurs. Et il attend, l'attente. C'est quelque chose de très impressionnant. Qui, aujourd'hui, se dit... J'attends mon entrée dans une arène dans laquelle je vais affronter une bête qui va tenter de m'exterminer. Des grands moments évidemment d'angoisse, de doute, de solitude. Tout leur rappelle évidemment leur faiblesse parce que c'est quand même une folie. Un homme qui va affronter une bête de muscles et de cornes de 500 voire 600 kilos. Oui, juste un mot, Yanis, vous l'avez dit dès le début. La bête qui va tenter de m'exterminer, en fait, c'est lui qui va tenter d'exterminer la bête. La bête n'est pas là pour exterminer au départ le torero. Sauf que la volonté du torero est la recherche de la beauté, de l'esthétique. C'est ce qui l'anime. Qu'est-ce qui anime la bête? C'est que sur son territoire, quelqu'un refuse de partir devant lui et donc il va chercher à exterminer cet adversaire. Donc ce qui motive le taureau, c'est sa pulsion de combat, et ce qui motive l'homme, c'est la quête de la beauté.
Et oui. Je crois Et vous que Claire dites... Starosinski ne doit pas être très d'accord. Non, Yanis, vous dites, c'est ça qui m'a interpellé, vous dites que ce n'est pas par haine que le torero tue la bête, mais par amour. L'acte de mise à mort conclut l'acte d'amour, écrivez-vous. Expliquez-nous. Parce que qu'est-ce qui amène les gens aux arènes? C'est la fascination pour le taureau. Et en France, dans plusieurs régions, il y a cette fascination d'une partie des habitants pour le taureau. Donc c'est le taureau qui amène les gens. C'est la passion aussi pour le taureau qui amène les toreros. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le plus beau rituel qu'on ait trouvé pour admirer cet animal dans son animalité, et dans son animalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le combat jusqu'à la mort pour sa liberté, c'est aussi ça qui fascine chez le taureau. Eh bien, la plus belle chose qu'on ait trouvée, c'est la corrida. Et oui, et vous, ce spectacle de la mort, vous dites, c'est en partie cela que je viens chercher aux arènes. Pourquoi s'en cacher? La mort constitue l'un des attraits particuliers de cet art, écrivez-vous. Évidemment, voir c'est évidemment, comme je le dis, en partie pour cela que j'ai bien aimé. Évidemment, voir la mort, affronter la mort. Mais moi j'avais peur, je craignais de voir un animal être mis à mort sous mes yeux. Mais évidemment que cela a aussi quelque chose de fascinant, cette ritualisation de la mort et cette mort donnée avec respect. Michel Maffezoli. Oui, c'est un élément important, ça. C'est-à-dire que on l'oublie trop souvent. Hein. Notre humanité, c'est vers la mort, sum tot, dit Heidegger, et la finitude. Et que donc, plutôt que de dénier la finitude, ça c'est le moralisme. Mais nous, le plus tard possible pour la plupart des gens. Bien évidemment. C'est pour ça que je dis ritualiser, etc. Mais en effet, aller voir cela, c'est accepter notre propre finitude. Voilà. Vivre sa mort de tous les jours me paraît être un des éléments structurels de ce que nous sommes. Alors, juste 2 mots, voyez. 2 mots. La lutte contre le refus de cela, c'est le moralisme qui a baigné la modernité. Le moralisme, c'est ce qui devrait être le monde. À côté du moralisme, on confond l'un pour l'autre, il y a une éthique. Éthique, c'est, encore une fois, ce qui est, et pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Et là, je considère qu'au-delà du moralisme, encore une fois, d'asepsie de la vie sociale, il y a une éthique de l'esthétique dans la corrida. Une éthique de l'esthétique, c'est-à-dire un ethos, un lien qui va se faire à partir, aesthesie, c'est vibrer ensemble. Et que cette vibration ensemble est une des manières, je dirais, de se purger de la mort, de la finitude, en l'acceptant. Alors Claire Starosinski, on l'a dit il y a quelques minutes sur Sud Radio, vous militez depuis 30 ans pour l'abolition de la corrida. En 30 ans, vous avez obtenu de nombreuses victoires. Quelles sont les plus marquantes? Dites-nous. Peut-être avant de vous parler de mes victoires, je vais vous parler de ce que je viens d'entendre, qui me terrifie. Je suis absolument terrifiée. Moi, j'ai approché la mort de très près. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai approché la mort de mes proches. Et il faut simplement aller dans un EHPAD ou aller dans un hôpital si on veut se confronter à la mort. Et là, ça ira beaucoup mieux. Quant à la violence, elle se transcende. Quand on est un être humain digne de ce nom, on n'a pas besoin d'aller dans une arène voir un animal se faire massacrer. C'est pas nécessaire. La violence, elle se transcende et c'est justement là qu'on va trouver la véritable humanité, avec l'empathie envers tous les êtres vivants. Alors les victoires, effectivement, que j'ai obtenues, 25 villes ont cessé d'organiser les corridas. Le refus d'ONG caritatives comme, par exemple, les Restos du Cœur, Téléthon, de percevoir la recette de corrida dite de bienfaisance, parce que bien sûr, il existe des corridas de bienfaisance. Alors à ce moment-là, les taureaux ont les cornes coupées à vif, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils abîment les toreros. Et les recettes sont données à des ONG. Et grâce à mes actions et les actions surtout de nos adhérents, eh bien, les ONG les plus importantes ont refusé le bénéfice de ces corridas dites de bienfaisance. Et puis également, on a réussi, l'Alliance anti-corrida que je préside, a réussi à faire annuler 3 corridas à Fontvieille et à Arles, où il y avait des mineurs qui devaient toréer, dont un petit enfant de 8 ans à l'époque. Et j'ai aussi fait condamner le directeur des arènes de Nîmes pour infraction à la législation du travail. Et depuis 1997, au-dessous de 16 ans, les enfants ne toréent plus. Et puis il y a aussi une note au recteur qui vise à interdire toute publicité pour la corrida dans les établissements scolaires où j'interviens régulièrement quand intervient un torero.
Et puis, bien sûr, aussi, on vient d'obtenir quelque chose d'inédit. C'est-à-dire qu'on va arriver à contrôler par la Chambre régionale de la Cour des comptes les soutiens publics à la corrida. Parce que la corrida bénéficie de subventions publiques municipales, départementales, régionales. Et donc, il n'est pas normal que le contribuable paie pour la corrida. Eh oui. Et vous aviez un grâce au scoop lobbying, aujourd'hui à nous annoncer sur Sud Radio. De quoi s'agit-il ? Bien, le scoop, c'est que on a depuis très longtemps. Moi, j'ai été professeur dans l'enseignement pendant 34 ans. Donc, la corrida est un spectacle violent. Tout le monde s'accorde. Il n'y a pas de doute là-dessus à le dire. Et deux partis, les Républicains et Renaissance, vont proposer un texte au Parlement, une proposition de loi, donc, pour interdire les mineurs. De quoi ? D'assister à la corrida ? C'est-à-dire non, pas de participer, ça non, c'est déjà interdit. d'assister Mais comme d'assister spectateur. interdire l'accès des mineurs aux corridas, l'accès des moins de 16 ans. Interdire l'accès des moins de 16 ans aux corridas. Et là, il y a quand même une deuxième chose qui est inédite. Non seulement ce sont deux partis différents, mais surtout que cette fois-ci, on a bon espoir que la proposition de loi soit discutée au Parlement, puisqu'elle devrait bénéficier d'une niche. Et elle va être déposée dans les jours qui viennent. Et oui, et il faut rappeler que depuis 2004, aucun texte, effectivement, de loi n'a été discuté à ce sujet, c'est ça ? C'est ça. Muriel Marland-Militello, en 2004, avait proposé la première proposition de loi d'abolition de la corrida. Oui. Selon vous, est-ce que la fin de la corrida en France est proche Écoutez, on voit tous les jours, malgré ce que disent les organisateurs de corrida, moi j'ai tous les chiffres. Nîmes, c'est un baromètre. Donc, on est revenu aux chiffres de 2019, avant le Covid. Et depuis 2013, en 2013, il y avait 9 corridas pour la feria de Nîmes, la feria de Pentecôte. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Eh bien, cette année, il y en aura toujours 5. Donc, si les chiffres sont si bons, je me demande bien pourquoi ils ne font pas davantage de corridas. 25 villes ont arrêté d'organiser des corridas parce que les spectateurs désertent les gradins, on le sait. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que l'UVTF, l'Union des villes taurines françaises de France, essaye par tous les moyens de faire venir les jeunes aux corridas, parce que les jeunes ont autre chose à faire, ils veulent plus y aller, en proposant des places gratuites, en sortant un livre pour aimer la corrida ou comprendre la corrida. Enfin bon, ils savent vraiment plus quoi faire pour attirer les jeunes sur les gradins. Alors, Yannis Sézi a dit... Pour rebondir sur ce que dit Madame Starosinski, ces chiffres très bien. Bon, en tout cas, ce qu'on a constaté, nous, et les photos en sont la preuve, c'est que suite à la proposition de loi d'Émeric Caron, qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait que les toreros, tous plus honnêtes, intelligents, les uns que les autres sont venus sur les plateaux télé, les Français ont pu découvrir les toreros de leur pays. Suite à tout cela, les arènes, c'est vrai, la saison passée, étaient pleines. Il y avait un monde hallucinant, une joie incroyable, une effervescence. Des petites arènes qui d'habitude sont assez désertes étaient pleines. Donc on espère que cet été ce sera la même chose. Enfin, ça commence dans quelques semaines, les premières corridas. Et puis voilà, les grands médias, les journaux, les grands journaux depuis ça ont permis de faire des articles défendant la corrida. Il y a eu vraiment quelque chose de nouveau. Et puis là, moi je suis très content que Fayard, un grand éditeur national, ça faisait longtemps que c'était pas le cas, a publié une ode à la corrida, comme c'est le cas. Donc je pense, moi, qu'on va vers... on a connu la saison passée un regain de ferveur dans les arènes et je pense que cela peut continuer. Oui, en tout cas, 75% des Français souhaitent l'interdiction de la corrida. C'est tard, effectivement, que vous rapprochez du jazz, Yannis et Ziadi. Alors, quel est le lien entre swing et duende ? Réponse dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
Le solo jouissif du saxophoniste Johnny Griffin, Yanis et Ziadi. Vous évoquez ce morceau dans votre livre Minotaure, voyage au cœur de la corrida, paru chez Fayard. Dans un chapitre, vous parlez d'un sujet très intéressant, des points communs entre le jazz et la corrida. Et un grand maître du jazz, Daniel Humer, ou Humer, je ne sais pas comment. Humer, ok. Vous a éclairé sur ce sujet. Que vous a-t-il révélé en quelque sorte? Daniel Humer, qui est un immense musicien qui a accompagné tout le monde, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie. Et Daniel Humer, j'ai interrogé parce que c'est vrai qu'en écoutant ce solo de Johnny Griffin, à un moment, au comble du swing de son solo, j'étais seul chez moi et j'ai lâché un olé, mais vraiment instinctivement. Et parce qu'il y a cette chose dans le jazz, à un moment qui nous dépasse, qui est le swing, qui est une espèce de trance. Et il y a cela dans la corrida aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle le duende, où il y a une espèce de grâce et d'évidence qui semble descendre du ciel comme il y a dans le swing. C'est pour ça que je consacre un chapitre au lien que je fais entre le swing et le duende sur la corrida. Michel Maffezoli, André. Il ne faut pas oublier que quand il parle de son swing, là, vous êtes en train de boire un rhum et de fumer un cigare. Je me souviens. Toutes choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Mais en gros, c'est bien justement de faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça, hein, si vous voulez. Et que, de mon point de vue, cette espèce de moralisme ambiant, ennuyeux et dangereux, hein, c'est ça, là, cette vie sociale, est en train de s'achever. C'est ça, la modernité, c'est le modèle anglo-saxon. Pour moi, il y a retour de la latinité. La latinité, c'est le tragique. Tragos. Le drame, il y a une solution. On arrivera à régler toutes ces choses. Alors que le tragique, le tragos, hein, la trachère terre, par rapport aux veines qui sont où le sang coule tranquillement, montre qu'il n'y a pas de solution. C'est ça, vivre sa mort de tous les jours. Et il y a, dans le sens symbolique du terme, un apprentissage. Apprentissage, ça veut dire qu'il y a des épreuves, ça veut dire qu'il y a du symbole, si vous voulez, qui est dur à faire. Mais en même temps, cet apprentissage, je le répète, hein, de la finitude, pour chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est le passage de ce drame moraliste, dangereux, de mon point de vue, au tragique qui est en train de renaître. Moi, je crois, écoutez, en vous écoutant, hein, je ne veux pas faire du tout les jugements de Salomon, je crois que s'opposera toujours les moralistes ou les partisans de la morale, et après tout, c'est très légitime, et les partisans que vous êtes de l'esthétique. Oui. Parce que c'est ça le vrai problème. Et quand vous parlez du jazz, moi je sais que quand je lis un certain nombre d'écrivains, notamment peut-être, je ne sais pas, je pense à des très grands écrivains, à un moment donné je fais aussi olé. Quand vous lisez 10 lignes extraordinaires de quelqu'un, olé, c'est vrai. Et voilà, donc entre la morale et l'esthétique, effectivement, ce sera comme le jazz et la java, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Claire Starozanski, un dernier mot avant de conclure cette émission. Il nous reste 20 secondes. Écoutez, moi, je ne suis pas quelqu'un de moraliste. Justement, les gens qui me connaissent savent que je suis toujours prompte à la déconnade. Hein, parce qu'ici, chez nous, dans le Midi, moi j'habite à Nîmes, hein, donc... j'espère. On rigole, et moi j'aime bien la fête, j'aime bien tout ça, mais pas au détriment des autres, hein, et pas au détriment non plus des événements, jamais au détriment de qui que ce soit. Vous savez, on les connaît, ces gens qui, par exemple, vous disent une saloperie, et tout d'un coup, ils vous disent « Bah non, ne fais pas la gueule, c'était pour rigoler ». C'est toujours cette espèce de petite humiliation. Et ça, c'est pas la morale, ça. C'est simplement savoir vivre et avoir des gens en face de soi et être en empathie avec eux et les comprendre et les aimer aussi. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Michel Maffezoli, je rappelle que votre livre Essai sur la violence est publié au CERF. Yanis et Ziadi, votre ouvrage Minotaure, voyage au cœur de la corrida vient de sortir donc chez Fayard. Lisez ce livre qui est vraiment très intéressant et qui vraiment, vous avez une très belle plume, Yanis. Je tenais quand même à le souligner, même si je suis quand même très partagée sur ce sujet de la corrida. Tout de suite, heureusement. vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.